Le salaire médian, soit le salaire le plus représenté, il est en constante augmentation. De quoi décrocher la fierté de ton grand-père lorsque tu lui annonces ton salaire à la sortie de tes études. Mais te sens-tu vraiment dans une situation plus avantageuse? Les chances sont que non. Lorsque 90% des personnes de 30 ans en 1970 étaient dans une meilleure situation financière que leurs parents au même âge, notre génération ne peut pas en dire autant. Pourtant, les statistiques gouvernementales, elles vont nous montrer un chômage en baisse, une inflation maîtrisée, un PIB en constante augmentation. Mais d'ici à la fin de la vidéo, vous aurez compris pourquoi notre pouvoir d'achat fait grève alors que tout semble prospérer autour de nous. Dans les années 70, un foyer américain au salaire médian, soit le salaire le plus commun, pouvait s'offrir une maison en simplement 3,6 années de salaire. Mais notre génération n'est pas logée à la même enseigne. Pourtant, notre génération produit bien plus de richesses que celle des années 70. Mais l'augmentation des salaires est restée bloquée en 1971. On peut donc se poser une question, où vont ces richesses si ce n'est pas dans nos salaires? Bernard Arnault nous dirait certainement pas dans la baisse des inégalités. Dans les années 70, un dirigeant de grande entreprise gagnait environ 20 fois plus que l'employé moyen. Aujourd'hui, c'est 344 fois plus que l'employé moyen. La raison, elle est simple. Depuis la fin de l'étalon or en 1971 aux États-Unis, l'inflation s'envole. Et sachant que l'inflation est un transfert d'argent des pauvres vers les riches qui, eux, peuvent emprunter de l'argent pour acheter des actifs, les inégalités se creusent. La masse monétaire augmente d'environ 10% par an et les actifs rares reflètent cette augmentation. Lorsque le S&P 500 augmente d'en moyenne 12% par an, une fois divisé par la masse monétaire, on s'aperçoit que l'augmentation est principalement la résultante de plus d'argent en circulation. If I borrow $1 billion and pay 3% interest and the money supply expands at 7 to 10% a year and I ended up making a 10% return on a $1 billion investment paying 3% interest, is that fair? And who suffered so that I could do that? Aussi loin que remontent les traces écrites de l'humanité, 56 cas d'hyperinflation furent enregistrés, et l'hyperinflation étant ici définie à une inflation de plus que 50% par mois. Lorsque vous l'examinez, un schéma clair devient visible. À l'exception près de l'hyperinflation pendant la Révolution française, tous les cas d'hyperinflation ont eu lieu au cours des 103 dernières années. Et chacun d'entre eux s'est produit sous un étalon fiduciaire et aucun sous un étalon de commodité comme l'or. L'ancienne Rome, en raison du rognage des pièces, a connu une inflation conséquente. Mais son impact s'est fait sur de nombreuses décennies et n'est donc pas considéré comme un cas d'hyperinflation. Donc 100% des cas d'hyperinflation ont eu lieu sous un standard fiduciaire. Et 55 des 56 cas d'entre eux ont eu lieu lors des 103 dernières années. Pourquoi ? What happened in World War I, and I discussed this in detail in the fiat standard, is that the Bank of England essentially went off gold and tried to pass off their own credit as being as good as gold in order to finance the war. And incidentally here, this is presented as an innovation. Later on, they needed essentially a propaganda school that would justify what they did. And later on it's presented as, oh, hey, we realized that gold was not good, and now look, we've built this thing that is better than gold, where now the government can just print money whenever it wants, and now gold money is not an issue anymore, which is extremely idiotic because the whole point of money is that it's not easy to make. If it's easy to make, it's not money anymore. It's just destroying the entire function of money. And we've seen that happen extensively in the 20th century after countries went off the gold standard. La valeur d'une monnaie repose sur sa rareté, bien plus que ce que l'on croit. On parle de hard money lorsque la monnaie est difficile à produire et soft money lorsqu'elle est facile à produire. Alors pas besoin d'un master spé en économie pour comprendre la nuance entre les deux. Je devais avoir même pas 10 ans lorsque j'ai vécu ma première expérience d'une soft money. Dans la cour de récréation, on s'amusait avec des billes. Et les billes rondes étaient les plus classiques et les plus négligées, tandis que les billes en forme de poisson étaient les plus prisées de l'école. Et il fallait beaucoup de billes rondes et classiques pour pouvoir l'échanger contre une de poisson. Donc soudainement, tous les enfants, ils ont commencé à demander à leurs parents de leur acheter des billes en forme de poisson. Et en simplement quelques mois, les billes poissons étaient devenues les billes les plus bas de gamme et négligées de l'école.
Ce qui fait une bonne monnaie, c'est sa rareté et la difficulté à en produire davantage. Historiquement, l'argent a systématiquement été ce qui était le plus difficile à obtenir selon la région. Par exemple, des coquillages, du sel ou encore un type de pierre. Et jusqu'au XXe siècle et depuis plus de 2 millénaires, on utilisait en Occident l'or parce que l'or est chimiquement inimitable, il est indestructible, il est rare et il est difficile à trouver. Mais depuis la fin de l'étalon or pour financer les guerres du XXe siècle, on vit pour la première fois de l'histoire de l'humanité sous un standard de soft money. Et Saïf Dinamous l'appelle l'expérimentation fiduciaire. Comme pour l'exemple de Maybe, les monnaies fiduciaires elles ont dévalué l'ensemble des monnaies de 99% de leur valeur pour les plus chanceux si ce n'est pas 100% pour les monnaies qui ont échoué. Mais pourquoi sommes-nous les premières générations à rester sans rien faire, bloquées dans un standard de soft money ? L'or a donc été remplacé par une soft money, les gouvernements peuvent maintenant émettre à tour de bras leur monnaie, et c'est ce qu'ils ont fait. La dette représente à présent 250% du PIB mondial. Et l'inflation, c'est ce qui permet à cette économie surendettée de pouvoir perdurer. Parce que grâce à l'inflation, tu rembourses de l'argent emprunté hier lorsqu'il valait plus cher, avec de l'argent de demain lorsqu'il coûtera moins cher. Mais comment dévaluer les monnaies pour potentiellement rembourser la dette, tout en gardant la face vis-à-vis de sa population ? L'idéal serait de sous-évaluer l'inflation. Mais comment est calculée l'inflation ? Elle est calculée en se basant sur un panier de biens comprenant le logement, la nourriture, les transports, les soins médicaux, l'éducation, etc. Mais le détail du panier utilisé est étrangement secret. Une chose est cependant certaine, ce panier évolue constamment. Par exemple, en 1990, le bureau décida de passer d'un indice du coût des biens à un indice du coût de la vie. Ce que ça change par exemple, c'est que si l'estimation était que dans les années 80, le standard était de détenir un appartement d'environ 80 mètres carrés, mais que 20 ans passent et l'appartement coûte beaucoup plus cher, l'indice du coût de la vie pourrait être ajusté en disant qu'un appartement de 80 mètres carrés était nécessaire, mais en 2020, 60 mètres carrés suffisent, car on a des télévisions miniatures, que les téléphones et les appareils photos sont passés dans l'iPhone, et maintenant, même si le coût d'un appartement a augmenté de 50% après l'ajustement de la taille nécessaire, il n'y a pas d'inflation car j'ai simplement réduit les attentes de ce qu'une personne normale devrait avoir. L'économiste Walter Williams continue de projeter l'inflation sur base de ce panier de 1980 et celui de 90, et les résultats de l'inflation sont de l'ordre de 10% par an. Ces changements sont problématiques, mais pas autant que le suivant. Mainstream conventional thinking to immediately equate inflation to the government-issued CPI, which was never the rate at which things go up. It's simply the rate at which a synthetic basket of products and services the government wishes to track go up. Now, the problem with that is two big things. One thing is the government gets to create the market basket, and so they keep changing what's in the basket over time. If I said 3 years ago you should go see 10 concerts a year and the concert tickets now cost $200 each, now it's $2,000 a year to go see concerts. Now I'm in charge of calculating inflation, so I redefine, your entertainment quota for the year to be 8 Netflix streaming concerts, and now they don't cost $2,000, they cost nothing, and there is no inflation, but you don't get your concerts, right? So the problem starts with continually changing the definition of the market basket. But in my opinion, that's not the biggest problem. The more egregious problem is the fundamental idea that assets aren't products or services. Assets can't be inflated. What's an asset? A house, a share of Apple stock, a bond, a Bitcoin is an asset. Effectivement, l'un des principaux changements qui a été fait dans le calcul de l'inflation, c'est d'en exclure les actifs. Dans les années 80, le prix de l'immobilier, il a été remplacé par le prix des loyers. Et donc, aucun actif n'est pris en compte dans ce calcul de l'inflation, ce qui est tout de même très pratique parce que c'est justement les actifs qui ont donc une offre limitée, une offre rare qui reflète le mieux l'augmentation des prix. A l'inverse, on peut produire beaucoup plus des autres produits. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait, on est des centaines de pourcents plus productifs qu'il y a 50 ans. Ainsi, le prix de l'immobilier a augmenté infiniment plus que les salaires ou les pensions qui sont, elles, adossées au prix de l'inflation communiquée publiquement. En fait, le plus certain est que l'inflation ne peut pas être quantifiée de manière certaine. Les modes de vie, ils évoluent, mais par contre, justifier d'un 2% d'inflation sur base d'un modèle opaque semble suspicieux. D'autant plus lorsque l'on sait que d'autres agrégats ont subi le même sort.
Aux États-Unis, simplement 3,6% de la population est au chômage aujourd'hui. Enfin, ça, c'est ce que traduisent des charts auxquels on fait dire ce que l'on veut en changeant l'unité au fil du temps. En 1994, Bill Clinton changeait quelque peu la définition des chiffres du chômage et hop, tous les travailleurs découragés, soit ceux qui ne prenaient même plus la peine de pointer au chômage, étaient exclus de cette courbe. Si la définition n'avait pas été changée en cours de route, plutôt que de voir 3,61%, actuellement on aurait 25% de sans-emploi. Le calcul du PIB a lui aussi été complètement faussé par l'adoption d'un étalon fiduciaire et non plus un étalon or. The GDP is growing. Well, if I shut down the economy for 2 years and nobody could buy 1/3 the stuff they used to be able to buy, how is the economy growing? And the economy is growing if I print 40% more money and I measure the economy in the money, then the economy could shrink by 30%, but the GDP is said to have grown 2%. So I'm changing the definition of the economy. L'expérimentation fiduciaire, c'est finalement le contrôle d'une monnaie abondante par l'ensemble des gouvernements de ce monde, et le résultat, il est clair, depuis lors, il y a eu les pires guerres de l'histoire de l'humanité, ainsi que de l'hyperinflation ou encore l'augmentation des inégalités. Notre génération crée davantage de richesses, mais la part qui nous revient diminue. Certaines monnaies fiduciaires apportent de la stabilité au court terme, mais toutes apportent de la dépréciation sur le long terme. Les commodités comme Bitcoin apportent de la volatilité sur le court terme, mais leur rareté inaltérable apporte l'appréciation de valeur sur le long terme. Avec la croissance des inégalités, les risques de guerre grandissent. Et si tu veux comprendre pourquoi une commodité comme Bitcoin rendrait ces guerres infinançables, clique sur cette vidéo.